Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler du rapport Guide to the Market qui est publié tous les trimestres par la banque JP Morgan. Donc on va faire un petit peu le suivi de ce rapport, sachant qu'on en parle de temps en temps sur la chaîne. Et en deuxième partie de vidéo, on fera aussi une discussion autour du S&P 500 et du Nasdaq. Je faisais des recherches et je voulais vous parler d'un point précis. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent et vous prenez vos propres décisions. Donc là, je vous ai mis le graphique qui a fait beaucoup parler de lui en début d'année à propos de ce qu'ils appellent en anglais la Lost Decade. En gros, si on investissait d'après ce graphique, en tout cas d'un point de vue des statistiques historiques, si on achetait le S&P 500 avec un PER qui était entre 22 et 23, et bien souvent, on n'a ensuite pas eu de retour sur investissement pendant 10 ans. Et ce graphique, il a évolué et maintenant, on est avec un PER suite à la baisse qu'on a eu en bourse autour de 20,2, ce qui fait qu'on arrive sur un retour sur investissement qui est certainement entre 5 et 10% en annualisé, encore une fois d'après ces statistiques. À savoir que je ne sais pas pourquoi l'étude a été sur les 10 prochaines années d'un point de vue du retour sur investissement, et là ils l'ont fait que sur 5 ans, mais il n'empêche que la conclusion que j'ai par rapport à il y a 3 mois, c'est qu'en effet, le S&P 500, la valorisation d'un point de vue du PER, donc le prix par rapport au bénéfice, c'est clairement compressé en 3 mois et c'est normal puisqu'on a eu une correction en bourse. Maintenant, je voudrais pousser le débat un petit peu plus loin. Dans le S&P 500, vous avez le PER des 10 plus grosses entreprises que je vous ai mis ici à droite, qui globalement est avec un PER moyen autour de 20,6 dans le temps. Et en ce moment, on est à 24,4. Et pour le reste des actions, on est à 15,8 en moyenne, ici depuis 1996 sur le graphique. Et en ce moment, on est à 18,4. Donc dans les deux cas, on est plus élevé que les moyennes si on prend de aujourd'hui à 1996. L'autre point que je veux mentionner, c'est que selon les secteurs, on a des PER très différents. Par exemple, dans la tech, on se balade, on voit ici entre 15 pour les plus bas et jusqu'à plus de 25 pour les points hauts, avec une médiane qui est autour de 20-21, et vous avez d'autres secteurs sur lesquels les PER vont être beaucoup plus bas. Et là, je vais vous reprendre des extraits que j'avais déjà mentionnés dans d'autres vidéos, parce qu'en fait, je m'amuse parfois à aller regarder les 10 plus grosses entreprises d'un indice, à aller regarder un petit peu les secteurs, etc. Et les PER de pas mal d'entreprises du top du S&P 500 ne me choquent pas tant que ça. Ça dépend, c'est au cas par cas, mais par exemple, je vous ai déjà dit que Amazon, la valorisation ne me choquait pas du tout, Google non plus. Donc voilà, selon les entreprises, je ne suis pas forcément choqué par les valorisations. Par contre, quand je descends un petit peu plus bas dans le S&P 500, je vois des secteurs et des choses qui me gênent. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Par exemple, si je vous ai pris un extrait de quelque chose que j'ai déjà évoqué à l'époque, tout ce qui est les assurances, certaines banques, la consommation courante et des business aussi en cours de disruption, et ben c'est des entreprises qui peuvent être au S&P 500 et qui me font très peur. On pensera à WBA, donc Walgreens, les pharmacies aux États-Unis, qui me font extrêmement peur, et d'ailleurs vous irez voir le titre, ce qu'il fait en bourse, par rapport à une entreprise comme IMSS, entreprise qui n'est pas au S&P 500, mais qui certainement y sera un jour, et peut-être qu'un jour Walgreens n'y sera plus au S&P 500. De la même façon, vous pouvez comparer un Target à un Amazon, et personnellement, je suis plus rassuré d'avoir Amazon dans le haut des entreprises du S&P 500 qu'un Target, etc., etc. On peut penser aux technologies qui se font disrupter, on peut penser à des entreprises qui vont fortement souffrir d'un point de vue des évolutions, d'un point de vue de la techno, par exemple, l'intelligence artificielle. Alors c'est pas au S&P 500, mais vous avez des entreprises comme TEP qui vont avoir à prendre des sacrés virages s'ils ne veulent pas avoir de gros problèmes. On pensera à l'automobile qui est en train de se faire aussi fortement attaquer parce que les voitures qui étaient vraiment très industrielles sont en train de devenir des consumer electronics, et donc d'un point de vue des usines, ça change tout d'un point de vue de l'industrialisation, etc. Mais au final, ce qui est génial avec les ETF, c'est que des entreprises qui justement souffrent de plus en plus, eh bien elles pèsent de moins en moins. Et c'est pour ça qu'ils sont si puissants, parce qu'en fait, ils permettent de contrôler les émotions. Les gagnants continuent à gagner et à peser de plus en plus. Les perdants pèsent de moins en moins puisqu'ils continuent à perdre, et donc les canards boiteux sont sortis automatiquement, sauf que nous on ne le voit pas dans un ETF, et ça permet de gérer les émotions, et c'est pour ça que les ETF sont si puissants pour beaucoup d'investisseurs sur le long terme, parce qu'on enlève l'aspect émotionnel et on n'est que sur du rationnel. Quoique, et je vous amène un petit peu dans la deuxième partie de la vidéo plus tard, où justement on va parler du fait que la gestion n'est pas forcément à 100% automatisée sur les ETF selon les cas, et c'est quelque chose dont je voulais vous parler, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, à chaque fois dans le rapport de JP Morgan, vous avez ce graphique que j'aime beaucoup vous montrer. Il a été mis à jour, par contre c'est dommage, il est au 31 mars, et vu la baisse qu'on vient de se prendre début avril, et bien ici le point rouge, on va clairement être à beaucoup plus que moins 10%, et en fait ce que vous montre ce graphique, c'est les baisses durant l'année, et ensuite où finit le S&P 500 dans l'année. Donc vous voyez que par exemple vous avez 2020,
le S&P 500 a fini à plus 16%, par contre on a fait un moins 34% à un moment pendant la baisse de mars 2020. Et ce qu'on conclut de ce graphique, c'est pour ça que j'aime si souvent le montrer, c'est qu'avoir des grosses baisses très régulièrement, c'est normal. Regardez tous les points rouges à la violence des baisses. Par contre, regardez au-dessus en gris, et bien très souvent les indices finissent quand même à la hausse en fin d'année. Et sur le long terme, évidemment que ça fait sens, et c'est pour ça que je dis toujours, la bourse pour moi, il faut s'y intéresser avec un horizon de 10 ans et plus. Sinon, de l'argent dont on aura besoin dans 2-3 ans, je vois pas trop l'intérêt de le mettre en bourse sur le court terme, parce que sur le court terme, on peut avoir beaucoup de volatilité à la baisse. Enfin bref, ce rapport, il est très intéressant, je vous le montre régulièrement, on va passer en entier dessus. Il y avait d'autres graphiques que je trouvais pertinents, on voit là un par exemple, où on voit l'évolution des différentes catégories dans l'inflation aux États-Unis. On voit que l'énergie, maintenant, on est en déflation, que certains produits de consommation courante, les core goods, eh ben, on a fait de la déflation, et là, on est toujours un peu en négatif. Le logement est en train de peser de moins en moins, et on a une belle tendance baissière. C'est un graphique assez pertinent. Vous pouvez aller les regarder, évidemment. Je voulais aussi vous montrer le poids de la production d'électricité aux États-Unis. On voit que les énergies renouvelables pèsent de plus en plus, et je pense que l'histoire n'est pas finie. Vous connaissez mon avis là-dessus. Le nucléaire tient bien sa position. Le gaz naturel prend le dessus sur le charbon. Donc voilà, ici vous avez par exemple les évolutions de la production d'énergie. C'est des graphiques que je trouve très pertinents à suivre, hein. Par exemple, notamment sur le renouvelable. Le secteur souffre en ce moment, mais sur le long terme, personnellement, en tout cas, je suis assez convaincu de la tendance de ce secteur. Évidemment, il faut prendre les technologies au cas par cas. Il y a des technologies dans lesquelles je crois beaucoup moins que d'autres dans le renouvelable. Enfin bref, on pourrait continuer. Le rapport est ultra pertinent. N'hésitez pas à aller le regarder. Vous avez ici, par exemple, voilà, les prévisions de la baisse des taux d'après les marchés, ce qu'a fait historiquement la Banque centrale, etc. Donc voilà, super intéressant. On va continuer la vidéo et on va parler un petit peu du S&P 500 et du Nasdaq. En fait, j'étais en train de travailler là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, je tiens à le dire, le S&P 500 et le Nasdaq sont tous les deux très intéressants, notamment pour ce que je vous disais avant, parce que justement, ils permettent de gérer les émotions, puisque les entreprises qui gagnent, eh bien, si elles montent, on ne les vend pas trop tôt, ce qu'on regrette souvent, parce que souvent, vendre une entreprise gagnante trop tôt, on le regrette, et les mauvaises entreprises, elles sortent automatiquement, et on n'a pas à se poser de questions. C'est pour ça que c'est si puissant, parce qu'en fait, ça enlève toutes les émotions. Après, le Nasdaq est bien plus axé technologique que le S&P 500, et personnellement, il y a des secteurs au S&P 500 qui me font plus peur qu'au Nasdaq. Mais la différence fondamentale que je voulais vous évoquer aujourd'hui et dont on ne parle pas trop souvent, mais justement j'en parlais il n'y a pas longtemps, c'est les règles automatiques contre les comités. Et du coup, je suis allé poser des questions à une IA. Et évidemment, vu que c'est une IA, c'est à prendre avec des pincettes, à vérifier. Et ça me permettra aussi de vous conclure sur le fait que j'utilise beaucoup les IA au quotidien pour gagner du temps et vous allez comprendre un petit peu comment. Donc je suis allé voir une IA et je lui ai posé une question toute simple. Est-il déjà arrivé que des entreprises cochent toutes les cases pour rentrer au S&P 500, mais n'y rentrent pas le trimestre suivant quand ils mettent à jour la liste du S&P 500? Et la réponse, alors elle est très complète et vous allez voir, elle est assez impressionnante. Évidemment, à vérifier, c'est une IA, ça peut faire des erreurs, etc. Et allez faire les recherches de votre côté. Et l'IA répond, oui, il est déjà arrivé que des entreprises remplissent toutes les conditions objectives pour intégrer le S&P 500, capitalisation boursière, rentabilité, liquidité, etc., mais ne soient pas incluses dans l'indice au trimestre suivant. Cela s'explique par le fait que l'inclusion dans le S&P 500 n'est pas automatique, et même si l'entreprise coche toutes les cases, il y a un comité discrétionnaire, le S&P 500 Index Committee, qui a le dernier mot et qui peut retarder ou refuser l'inclusion d'une entreprise pour des raisons non strictement quantifiables, comme la diversification sectorielle, la représentativité dans l'économie ou d'autres considérations stratégiques. Et l'IA ne s'arrête pas là et elle commence à me donner des exemples historiques. Par exemple, d'elle-même, elle me parle de Tesla et elle m'explique que c'est rentré le 21 septembre 2020 au S&P 500, alors que c'est rentré en 2013 au Nasdaq 100. Et quand je lis ce genre de choses, ça m'embête un petit peu, notamment le fait que en fait, l'entreprise, dès juillet 2020, on était bon. Par contre, elle est rentrée qu'en décembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ils ont quand même pris plus de temps que ce qui aurait pu en falloir. Et en plus, au-delà de ça, le Nasdaq, je l'aime beaucoup parce que c'est que basé sur les capitalisations boursières. Et donc l'offre et la demande, si l'entreprise est appréciée, il n'y a pas toutes ces histoires de rentabilité, de comité qui dit oui ou non avec 6 mois de retard. C'est une liste des 100 plus grosses entreprises cotées au Nasdaq. Et on peut continuer, il me parle par exemple ensuite de MicroStrategy, aussi de Coinbase, c'est très intéressant, MicroStrategy, effectivement, elle est au Nasdaq 100, mais elle ne rentre pas au S&P 500 parce qu'elle n'est pas profitable, et de toute façon, même si elle devient profitable, et ça, j'espère qu'on en reparlera un jour, si MicroStrategy devient profitable, est-ce qu'ils la feront rentrer au S&P 500, sachant que le business model, c'est purement exposition à de la crypto, et c'est pas du tout des fondamentaux d'une entreprise avec des marges, etc. Il y a un business derrière, mais ça pèse rien. Le gros de la stratégie, c'est qu'ils sont exposés à la crypto. S'ils deviennent profitables, je serais extrêmement intéressé de voir s'ils les rentrent pas au S&P 500, etc., etc. Voilà, bon, on peut continuer.
Au final, les deux indices sont très pertinents et c'est bien mieux que de rien faire et que de laisser l'argent souffrir de l'inflation sur des comptes en banque. Ça, c'est mon avis. Mais il y a quand même un facteur humain au lieu d'avoir un jugement pur qui serait fait par le marché sur l'offre et la demande en termes de capitalisation. Et donc voilà, j'ai pas spécialement à vous dire si c'est bien ou mal, mais je tenais à en parler parce que c'est pas quelque chose qui est évident à comprendre. Il faut faire quand même des recherches avancées, c'est pas souvent non plus évoqué qu'il y a ce comité. Je pense que dans presque tous les cas, ça change pas grand chose, sauf qu'il n'empêche que par exemple pour le Nasdaq, Tesla, vous irez voir ce qu'elle a fait en 2019-2020 avant qu'elle rentre au S&P 500 et qu'elle était déjà au Nasdaq. Je pense que le Nasdaq en a bien profité. Et ma conclusion, ce sera que vu que je travaillais là-dessus, je me suis aussi dit tiens, je vais vous parler un petit peu, je vais vous montrer comment j'intègre l'IA au quotidien, parce que aller chercher ce genre d'infos sans une IA, ce serait long, trouver des exemples aussi qu'elle me réponde directement à la question par rapport au comité, etc. Évidemment, c'est des infos à vérifier derrière, mais vous voyez le temps qu'on peut gagner en mettant juste, sur cette page-là, une simple question par rapport à si on devait faire les recherches nous-mêmes. Évidemment, après, derrière, j'approfondis toujours mes recherches, je vais regarder les chiffres directement dans les documents financiers, etc. pour les entreprises, mais il n'empêche qu'on peut gagner beaucoup de temps avec ces outils, et c'était un petit peu aussi l'objectif de cette vidéo que de vous montrer une application concrète sur une question que je me posais et que je voulais vous partager. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse, vous pouvez rejoindre le programme, premier lien en description. Vous avez dans le programme la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale pour vous créer une stratégie d'investissement qui vous correspondra avant tout, c'est extrêmement important. Vous avez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, les vidéos et les sessions de travail, analyse, toutes ces vidéos que je fais toutes les semaines en plus de YouTube. Vous avez ici quelques exemples des dernières vidéos qu'on a fait. Donc voilà, premier lien en description pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.